Bonjour à tous et merci d'avoir sauté la fin de votre pause repas pour venir voir ce talk sur l'asynchronisme et l'event loop en JavaScript. Donc moi je m'appelle Benjamin Cavy, dans la vie je fais du dev à la Maïf, on recrute si ça vous intéresse, on a un stand juste en face de l'entrée. Je vous ai mis mes handles Twitter et GitHub, donc sur Twitter je parle surtout de JavaScript et sur GitHub vous pouvez retrouver les exemples et les slides que je vais présenter ici. Alors qu'est-ce que c'est l'asynchronisme L'asynchronisme à grosse maille, c'est d'exécuter du code de manière différée. Et ça, c'est un truc qui est particulièrement utile pour gérer certaines actions qui seraient normalement bloquantes. Alors, le bon exemple de ça, c'est un appel réseau. En fait, quand vous faites un appel réseau, vous avez deux manières de gérer le truc. Soit vous faites votre appel réseau et vous bloquez votre thread jusqu'à avoir la réponse de l'appel, et à ce moment-là, vous continuez l'exécution de votre code avec la réponse de manière synchrone. Ou soit vous fournissez en parallèle de l'appel réseau un callback, donc c'est-à-dire un bout de code à exécuter plus tard. Et ce bout de code-là, il sera exécuté quand vous aurez la réponse de l'appel réseau, mais en attendant, le thread peut continuer d'exécuter d'autres codes. Et ça, c'est un truc qui est hyper utile quand on n'a qu'un seul thread, comme c'est le cas en JavaScript dans le navigateur. Parce qu'en JS, dans le navigateur, quand vous n'utilisez pas de web worker ou de choses comme ça, vous n'avez qu'un seul thread pour exécuter votre code, qui se trouve aussi être le thread de rendu de l'interface graphique. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi dedans. Si par exemple vous faites une boucle infinie, ça va friser votre interface graphique, on ne pourra plus cliquer sur les boutons dans des champs de texte, etc. Et le résultat de ça, c'est que vous allez fournir une expérience utilisateur un petit peu dégueulasse. Donc le but de ce talk, ça va être d'essayer de comprendre justement comment fonctionne l'asynchronisme en JavaScript. Et un premier concept qui est important à comprendre dans ce cadre-là, c'est la stack. Donc en fait, la stack, c'est l'endroit où se situe le code qui est en train d'être exécuté. Okay. Donc là, elle est située à droite sur mon écran. Alors dans ce talk, je vais surtout exécuter des exemples à base de pseudocode, tout simplement parce que c'est plus facile de décortiquer ce qui se passe quand c'est du pseudocode que quand c'est du vrai code dans le navigateur. Mais ce qui sort, en fait, ça serait ce qui sortirait dans un navigateur genre Chrome ou Firefox. Donc là, j'ai un code à gauche que je vais pseudo-exécuter. Il faut imaginer à chaque fois que tout le code de gauche est wrappé dans une espèce de fonction main. En fait, ça c'est juste pour vous permettre vous de faire la distinction entre ce qui vient de la partie code à gauche et ce qui vient d'ailleurs en fait. Donc là dans mon code je définis trois fonctions, c'est pas hyper intéressant, on va enchaîner. Et ensuite j'appelle une fonction hyper utile, print_squareSum, qui permet de faire la somme de deux nombres, calculer le carré de cette somme et de l'afficher dans la console. Impressionnant, non? Donc du coup, cette fonction print_squareSum appelle la fonction sum, et là on voit qu'en fait la stack, elle conserve les contextes de fonction, c'est-à-dire qu'elle se rappelle qu'il y a une fonction main qui a appelé une fonction print_squareSum, qui a appelé une fonction sum, et en fait cette fonctionnalité-là, c'est ce qui vous permet notamment d'avoir ce qu'on appelle des stack traces quand vous pétez des erreurs en JavaScript, c'est-à-dire que le navigateur soit capable de vous dire cette fonction a été appelée par telle fonction puis par telle fonction, et c'est à cet endroit-là qu'il y a une erreur. Donc ça c'est relativement pratique pour le debug. Et donc là, mon code continue de s'exécuter dans la stack, donc on calcule le carré de la somme, ça fait 9, on l'affiche dans la pseudo-console. L'exécution de mon bloc de code est terminée et ma stack se vide. Bon, tout ça c'est bien mignon, mais on est quand même ici pour parler d'asynchronisme, donc on va rajouter un peu d'asynchronisme là-dedans. Et la manière la plus simple de faire ça en JavaScript, c'est avec une fonction qui s'appelle setTimeout. Alors cette fonction-là, vous la connaissez sans doute si vous faites du JS, elle prend deux arguments. Un premier qui est un callback, donc le code à exécuter de manière asynchrone en fait, et un deuxième qui est un timer, qui indique au bout de combien de temps votre code va être exécuté. Alors c'est du au moins, c'est-à-dire que là, le setTimeout me garantit que ce code-là va être exécuté au bout de au moins 100 millisecondes. Il n'y a pas du tout de notion d'exactitude, important à savoir. Donc là, je lance l'exécution du code, premier console.log, on appelle le setTimeout. À ce moment-là, évidemment, mon callback n'est pas exécuté, puisqu'il sera exécuté plus tard. Donc il ne se passe rien de spécial. Il y a un deuxième console.log, et là, finalement, l'exécution de mon bloc de code ici est terminée, donc la stack va se vider. Okay, il va s'écouler 100 millisecondes, peut-être un peu plus. Et là, magiquement, il y a le contenu de mon callback qui va réapparaître dans la stack. Okay, et du coup, qui va être exécuté. Donc voilà. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sous ce capot un peu magique, on va essayer de rajouter des briques à notre modèle conceptuel du runtime JavaScript pour essayer de détailler un petit peu plus ce qui se passe entre le moment où mon callback disparaît et le moment où il revient finalement. Donc là, j'ai le même code que dans l'exemple précédent, sauf que cette fois-ci, j'ai deux timeouts au lieu d'un. J'ai deux setTimeout au lieu d'un, puisque deux, c'est mieux. Hop, donc là, je lance l'exécution du code. Premier console.log, mes deux setTimeouts sont exécutés. Et là, on voit que ces deux trucs-là, ils atterrissent dans cette espèce de boîte noire là. Parce qu'en fait, cette timeout, ce n'est pas une fonction que vous avez définie dans votre code JavaScript. Ce n'est pas du tout une fonction qui est définie en JavaScript. D'ailleurs, c'est une fonction qui vous est fournie par les API du navigateur. Et en fait, c'est vraiment le navigateur qui va s'occuper de prendre votre callback et votre timer dans une boîte noire. Donc c'est pour ça que j'ai représenté ça par une boîte noire, finalement c'est logique. De garder ça un certain temps et après de faire quelque chose avec. Okay, et donc là, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que l'exécution de mon code va se terminer.
Donc mon callback et mes callbacks et mes timers sont toujours dans cette espèce de boîte noire. Et là, le navigateur me garantit que au bout de au moins 100 millisecondes, ces deux callbacks-là, ils vont être placés dans une autre nouvelle brique qui s'appelle la task queue. Et en fait, la task queue, conceptuellement, c'est l'endroit où les callbacks attendent d'être exécutés. Ok. Et cette task queue-là, elle va être dépilée par encore un autre élément qui s'appelle l'event loop. Alors, qui va être représenté pendant tout ce talk par cette espèce de double flèche en forme de cercle là. Donc ça, ce sera notre event loop. Et en fait, l'event loop, périodiquement et sous certaines conditions, elle va venir lire ce qu'il y a dans ma task queue et le dépiler, c'est-à-dire l'envoyer dans ma stack pour que ce bout de code-là soit exécuté. Donc là, c'est ce qui va se passer une première fois. Il va y avoir mon premier console.log qui va être exécuté. Ma stack se vide, l'exécution de ce bout de code-là est finie. Et l'event loop vient relire ma deuxième tâche, et même combat dans la stack exécuté, et c'est fini. Donc là, on a compris un peu plus ce que devenaient mes callbacks qui disparaissaient magiquement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a appris? Donc on a appris qu'il y avait une task queue qui était peuplée donc, par les API natifs du navigateur, en fait. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors, c'est des callbacks qui souvent proviennent de cette timeout, cet intervalle, ou d'interactions utilisateurs de type click handler, mouse handler, etc. Cette task queue-là, les éléments qui sont dedans sont exécutés par l'event loop en mode first in, first out. C'est-à-dire que le premier entré sera le premier à sortir et à être exécuté. Et il y a un truc hyper important qu'il faut bien comprendre, c'est que ça arrive uniquement quand la stack est vide. C'est-à-dire que tant que la stack n'est pas vide, autrement dit, tant que vous avez du code qui est en train de s'exécuter, que ce soit du code qui provient de votre script initial ou d'un callback précédent, l'event loop ne peut pas aller dépiler un élément de la task queue et lancer son exécution. Alors je vais vous faire une petite démo pour vous montrer autre chose au sujet des task queues. Donc là, on voit bien, ouais, nickel. J'ai une page HTML avec un button, je ne vous la montre pas, c'est pas intéressant. Et j'ajoute un event listener sur ce button, donc qui va mettre un callback dans ma task queue, qui va faire un console.log de clic quand on va cliquer sur le bouton. En parallèle de ça, au chargement de la page, je fais une boucle for avec 100 set timeout, donc il va venir me mettre 100 éléments dans ma task queue. Et donc, ce qui devrait se passer, si vous avez bien suivi ce que je vous ai expliqué, c'est que les 100 timeout vont être mis au chargement de la page, donc il va y avoir 100 éléments dans ma task queue. Je vais cliquer sur le bouton, ça va rajouter un 101e élément tout à la fin, qui logiquement devrait être exécuté après tous les set timeout. On est d'accord? Sauf que si je vous le montre, vous vous doutez bien que ça ne se passe pas exactement comme ça. Donc là, j'ai mes tasks qui sont en train d'être exécutées. Et si j'appuie sur mon bouton Click Me, voilà, on voit que finalement, les tâches qui proviennent de mon clic, on dirait qu'elles ont été exécutées un peu au pif au milieu des autres tâches que j'avais mis au début. Et ça, c'est pas normal, parce qu'en fait, ça donne l'impression que le navigateur, il a pris les tâches qui viennent de mon click handler et les a mises au milieu de la task queue, entre les tâches qui étaient déjà présentes. Or, je vous ai dit que la task queue, elle était en first in, first out, donc c'est pas possible. En fait, ça s'explique parce qu'il peut y avoir plusieurs task queues. Alors l'aspect dit juste qu'il peut y en avoir plusieurs et précise pas plus de trucs que ça. C'est au navigateur de choisir. Mais en fait, dans tous les principaux navigateurs, il y en a plusieurs. Tout simplement parce que ça permet de faire de la priorisation. Et là, ce qu'on a vu, c'est que Firefox, j'étais dans Firefox, considère que les événements de clic utilisateur génèrent des tâches plus prioritaires que les éléments de set timeout. Ce qui, quand on y réfléchit, ne semble pas complètement déconnant de privilégier les interactions utilisateurs. Ok, donc ça c'était pour la task queue. Maintenant, on va passer à une autre queue que je vais appeler la render queue. Donc cette queue-là, elle est alimentée uniquement à partir des callbacks que vous fournissez à request_animation_frame. Si vous ne connaissez pas request_animation_frame, c'est la fonction qu'il faut utiliser pour faire des animations. Utilisez pas cette timeout, utilisez pas cet intervalle, utilisez request_animation_frame, parce que c'est fait pour ça. Et pourquoi est-ce que c'est fait pour ça? Parce que ces callbacks-là qui sont mis dans la render queue, ils sont consommés par l'event loop juste avant que le navigateur fasse un rendu, et uniquement à ce moment-là. Donc là, c'est toujours pareil, cette consommation ne peut avoir lieu que si la stack est vide. Et tous les éléments qui sont présents initialement dans la render queue sont consommés avant le rendu. Et enfin, quand le navigateur a besoin de se repeindre, la consommation de cette queue-là est prioritaire sur la consommation des task queues précédentes. Ce qui semble logique, vu que c'est pour animer les trucs avant le repaint. Exemple, donc là j'ai le même truc que précédemment. Je vais mettre plein de set timeout pour remplir ma task queue. Et ensuite, je mets un élément dans ma render queue avec un request animation frame. Là, on peut considérer que ce code s'est exécuté assez rapidement et que le navigateur n'a pas besoin de faire de repaint à ce moment-là. Donc, l'event loop va commencer par consommer la task queue. Donc, elle va en consommer une, deux, plein d'autres, encore une autre. Et à ce moment-là, le navigateur va décider qu'il veut se repaint. Donc là, à ce moment-là, il y a des trucs dans la stack, donc l'event loop ne peut rien faire. Quand l'exécution de cette tâche-là sera terminée, plutôt que de prendre une autre tâche, l'event loop va venir dépiler le premier élément de ma render queue, donc là, ce console.log là, donc qui va être exécuté. Ensuite, l'event loop a fini de dépiler ma render queue, donc le navigateur peut se repaint, et donc on peut reprendre l'exécution normale de la task queue.
Deuxième exemple un peu plus technique, j'ai une fonction recursive request animation frame qui prend un callback, exécute ce callback dans une request animation frame et restage un appel récursif à request animation frame derrière. Ok, donc j'ai plein de queues dans ma task queue, ça met 2 éléments dans ma render queue de faire ça. Donc là, le navigateur commence à lire ma task queue, à un moment donné, il veut se repaint. Du coup, l'event loop va venir lire ce coup-ci ma render queue parce qu'on l'a lié avant le repaint. Donc elle exécute la fonction qui fait un console.log, et elle exécute la fonction récursive qui va venir remettre un élément derrière dans la render queue. Ok, là, il reste encore des éléments qui étaient là à la base dans la render queue. Donc on consomme le deuxième, même combat, tac. Et en fait, à ce moment-là, on a consommé tous les éléments qui étaient présents initialement dans la render queue. Donc on s'arrête, le navigateur fait un repaint, l'event loop repasse à la task queue, et les autres éléments de la render queue seront conservés jusqu'au prochain render. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas consommés directement? Tout simplement parce que cette technique un peu récursive là, c'est vachement utilisé quand on veut faire des animations fluides d'un repaint sur l'autre. Et si on exécutait tout, y compris ce qui arrive, en fait, on ferait juste une boucle infinie de consommation de la render queue, une récursivité infinie en fait, et du coup le navigateur ne pourra jamais se rendre, on bloquerait notre thread graphique et notre expérience utilisateur serait dégueulasse. Donc voilà. Je vais vous parler d'un troisième type de queue, j'espère que tout le monde est bien accroché. Donc c'est les micro-task queues. Alors les micro-task queues, c'est un truc qui est apparu plus récemment quand le besoin s'est fait sentir d'avoir des tâches plus prioritaires que les tâches. C'est des trucs qui peuvent être créés uniquement par deux choses, les promises et les mutation observers. Okay, et la micro-task queue, elle a une particularité hyper importante, c'est qu'une fois que l'event loop a commencé à la consommer, tant qu'il reste des éléments dedans, même si c'est des éléments qui ont été rajoutés après coup, on est obligé d'aller jusqu'au bout de la consommation. Donc là, c'est un exemple assez simple, mais comme on n'a pas trop le temps, je vais passer directement à l'exemple un peu complexe. Puis je vois que vous avez tous bien suivi en plus, donc c'est cool. Donc là, je fais un promise.resolve, je fais une boucle où j'ai une centaine de milliers d'éléments, où je fais une centaine de milliers de fois promise.zen, ce qui va avoir pour effet de mettre une centaine de milliers d'éléments dans ma micro-task queue. Et ensuite, j'ai un set timeout qui met un élément dans la task queue et un request animation frame qui met un élément dans la render queue. On considère que le navigateur ne veut pas se repaint parce que tout ça s'est exécuté rapidement et principalement parce que ça m'arrange. Et du coup, l'event loop va commencer par consommer la micro-task queue. Donc elle va consommer la première, la deuxième. Et en fait, c'est ce que je vous disais. Maintenant qu'elle a commencé à consommer la micro-task queue, en fait, l'event loop, elle a mis le doigt dans l'engrenage. Elle est obligée d'aller jusqu'au bout avant de pouvoir faire autre chose. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire de repaint. Ça veut dire qu'avec des tâches qui sont pourtant toutes petites, là dans chaque promise.zen, je fais juste un console.log, c'est hyper rapide, et ben avec une accumulation de tâches toutes petites qui sont pourtant bien séparées, bien asynchrones, tout ce qu'on veut, j'ai quand même réussi à bloquer mon thread graphique. Mon navigateur ne peut pas se repaint, enfin bref, vous avez compris l'idée. Donc là, on est obligé d'attendre que l'event loop ait consommé toute la micro-task queue. Là, on peut s'imaginer qu'il s'est passé quelques secondes. Donc là, le navigateur a vraiment envie de se repaint. Donc l'event loop va aller consommer la render queue. Et ouf, le navigateur va pouvoir faire son repaint et du coup consommer le truc le moins prioritaire, qui est la task queue. Si je résume un petit peu ce qu'on a appris, on a appris qu'il y avait trois types de queues. Donc une ou plusieurs task queues, souvent plusieurs. Les éléments qui sont dans ces task queues-là peuvent être dépilés de manière unitaire, c'est-à-dire que l'event loop peut venir, en prendre deux, se rendre compte qu'elle a un truc plus important à faire ailleurs, donc aller consommer ailleurs, revenir après, etc. Il y a la render queue, qui est alimentée donc uniquement par les callbacks de request animation frame. Utilisez cette fonction si vous voulez faire des animations. Cette queue-là, elle est dépilée avant chaque repaint. Elle est dépilée uniquement des éléments qui étaient présents initialement. Et les éléments qui sont là-dedans sont prioritaires sur les tasks au moment du repaint. Et enfin, on a appris qu'il y avait les micro-task queues, où là, pour le coup, quand l'event loop commence à consommer, elle consomme cette queue-là jusqu'à son épuisement, même s'il y a des éléments rajoutés au fur et à mesure. Donc on peut très bien bloquer l'interface graphique ad vitam aeternam en rajoutant des promesses dans des promesses. Et la consommation de cette queue-là, elle a la priorité la plus haute. Donc on a vu qu'il y avait trois types de queues. Ces queues-là, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'elles sont dépilées uniquement quand la stack est vide, donc c'est-à-dire quand il n'y a pas de code qui est en train de s'exécuter. On a aussi vu que finalement, asynchrone, c'était pas tout à fait la même chose que non bloquant. Alors ça, il y a un cas où c'est évident, c'est quand vous faites une boucle infinie dans un set timeout. Là, au moment où votre set timeout va être exécuté, votre thread va être bloqué. Même avec des tâches qui sont unitaires et qui se terminent, si vous en avez plein, vous pouvez très bien bloquer votre thread graphique dans certains cas. Et enfin, bon, c'est un peu tiré sur l'ambulance de faire ça, ça me fait un peu mal. La compatibilité avec Internet Explorer, il faut savoir que tout ce que je vous ai dit sur les microtasks, c'est pas vrai dans Internet Explorer. Et dans Edge, en tout cas tant qu'ils ne seront pas passés à Chromium, parce que les micro-tâches sont implémentées comme des tâches dedans. Quelques pointeurs, deux très bonnes confs vidéo qui ont été données 2 années de suite à JSConf Europe, donc qui se répondent un peu, essayez de les regarder dans cet ordre-là si vous voulez les regarder. Un très bon article de Jake Archibald sur ce que je viens de présenter. Et enfin,
les spécifications de l'event loop qui en fait sont à peu près compréhensibles. Et voilà, et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, venez me voir.